Les ateliers au Vietnam, c'est vraiment ce qu'on voit parfois à la télé en France à cette époque. Des gamins qui travaillent 10 heures par jour, des femmes exploitées, des gens qui n'ont pas de pays, qui travaillent torse nu, en short, sans claquettes, enfin pieds nus, tout bonnement abominable. Et je me dis, mais à aucun moment j'ai envie de vendre ça en fait. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Mon père, en fait, il est parti. D'abord, il est tombé malade. Donc, si tu veux, tu dis, bon, mon père est encore là et j'en profite. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça s'est passé en 3 semaines, même pas 2 semaines, je crois, je sais plus. Et c'était à Noël, en fait. C'était juste après Noël. Et puis, il est décédé quasiment 3 semaines plus tard. Et du coup, tu te dis effectivement, mais moi je me disais avant même ça que bah ouais, ça tient à rien en fait. En vérité, tu fais un mauvais pas, tu te retrouves dans une situation compliquée et puis boum quoi, ça tombe. Et il y a cette urgence aussi. J'avais faim, tu vois, d'y aller, d'en découdre avec la vie, tu vois. Pas parce qu'elle m'avait pris mon père, mais parce que j'avais envie de me réaliser, tu vois, personnellement, et de savoir qu'est-ce que m'avait laissé mon papa, tu vois, en héritage, tu vois, dans quel bois j'ai été taillé, quoi. Culturellement, c'est une famille qui ne dit pas ses sentiments, qui les montre pas ou très peu. Ça veut dire aussi que c'est un moment où tu peux pas véritablement te tourner vers ta maman. Ouais, alors culturellement, il y a quelque chose en Asie qui fait qu'on est extrêmement pudique sur les sentiments. Et c'est assez étrange. Moi, par exemple, dans ma famille, je suis l'un des rares à pouvoir dire je t'aime à n'importe qui dans ma famille sans que ça pose problème, parce que j'avais besoin, effectivement, mon père disait souvent, il y a 2 types de personnes dans la vie. Les gens qui aiment et les gens qui ont envie d'être aimés. Et moi, j'aime les gens. Et ma mère, c'est un personnage 2 fois déraciné, si tu veux, à un moment donné dans sa tête, c'est psychologiquement difficile. Elle s'est fait abandonner par sa mère, déracinée une première fois, elle est arrivée en France. Voilà, et je peux pas m'appuyer sur ma mère parce que elle a d'autres envies. Voilà, et je pense que là, voilà, j'ai pas envie de juger de ça parce que je suis pas dans sa tête et que je suis pas voilà, c'est difficile, tu vois, à un moment donné de comprendre les gens et même si des fois ils ont pas envie de se faire comprendre, tout bonnement. Et j'ai pas ce soutien là, non, clairement pas, non. Très vite, c'est ta maman qui va disparaître. Ouais, alors si tu veux, je viens d'avoir 18 ans, mon père, puis ma mère dans un accident de voiture. Ma mère, forcément, tu te doutes bien qu'elle est sonnée et qu'en même temps elle pédale dans la semoule comme beaucoup de mes frères et sœurs. Et puis du coup là on se retrouve nous, en fait. Et du coup on se retrouve entre nous, c'est mon frère qui fait office comment on appelle ça, responsable de famille, tu vois, chef de famille entre guillemets avec ma grande sœur. Et donc forcément là, ils décident de s'occuper de nous par chance parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Voilà, moi je me rappellerai toujours qu'une phrase que mon frère m'a dit, moi écoutez, moi je sers à pas grand chose, je suis juste là pour vous donner un toit et vous donner les armes nécessaires pour lui. Les armes nécessaires, c'est avoir ton bac. Si tu veux faire des études supérieures de préférence, ça coûte pas grand chose, c'est mieux pour moi. Et puis par contre, ce que je peux faire pour toi, c'est payer ton permis. Donc en fait, mon frère il a payé le permis de tout le monde dans ma famille, tu vois. Ensuite, on est allé à Nancy parce qu'en fait, on a voulu se rapprocher de mes sœurs qui étaient à Nancy. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé à Nancy. Et je commence à bosser. Et on m'embauche effectivement en tant que vendeur pour une marque de jeans très 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 connue. Et je reste 3 ans.
Et puis après, on me débauche dans une autre marque, toujours à Nancy cette fois-ci. Et je reste encore 3 ans. Et là, donc, tu travailles pour ces marques, 2 grandes marques très connues à l'international et en France, portées par beaucoup trop de monde. Mais tu as en tête d'avoir ta propre marque. Dès que je commence à travailler pour ces marques de jeans là, le premier salaire que je me fais, je me rappellerai toute ma vie, je dépose le nom de ma marque, donc mon nom de famille en fait DAO, D-A-O, et je vais à l'INPI, etc. Je dépose, ça m'a coûté 200 et quelques euros à l'époque. Et voilà, et en restant en boutique, je suis au contact de mes clients. J'apprends à vendre déjà parce que j'ai mon bac, je sais pas vendre, moi, donc j'apprends à vendre sur le terrain. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Ma responsable de Flore à l'époque, elle me dit tu veux pas retourner faire des études parce que en vente t'étais pas très très bon. Et ça c'était le premier mois. Et le deuxième mois, je deviens premier vendeur. Elle me dit c'est bien et tout, tu t'es réveillé, etc. Je sais pas, moi j'ai pas fait plus. On m'a dit juste que j'étais mauvais, donc je suis devenu bon. Deuxième mois comme ça, le troisième mois comme ça, le quatrième mois comme ça, jusqu'à la fin. Pourquoi, je sais pas vraiment. Donc voilà, peut-être une question d'ego, peut-être une question d'autre chose. Et donc je regarde un petit peu, tu vois, les gens, comment ils achètent les produits, les coupes, ce qu'ils aiment. Je fais un peu une étude de marché finalement dans ma tête. Et je reste fixé là-dessus. Et voilà un petit peu. Et après le cheminement, c'est je quitte mon job. Voilà, je dis merci, bonsoir. Et je commence DAO. Ça, c'est pour le deuxième job, sur la deuxième marque. En fait, tu vas te nourrir, tu construis tous les contours de DAO dans tes premières expériences professionnelles en tant que salarié. En fait, c'est ce salariat qui va nourrir l'entrepreneur qui est en train de naître et qui va finalement apporter toutes les études qu'une agence conseil t'aurait apporté dans un chemin classique de création d'entreprise. Ce cheminement, en fait, lorsque je suis salarié, je comprends qu'il faut de l'argent pour monter une boîte. Je comprends qu'il y a différents types de sociétés, qu'il faut un comptable, qu'il faut un business plan, qu'il faut poser les choses. Voilà, de l'idée de gamin, d'ado, de pré-ado, d'envie d'autre chose, et se transforme effectivement en quelque chose de plus qui a trait plus à l'intellect, donc poser les choses et puis écrire les choses surtout, que les gens puissent le comprendre, et de vendre ce produit-là, de vendre cette idée-là. Et du coup, effectivement, je pose tout ça à ce moment-là. Voilà, DAO, ça sera tel type de jean, ça sera fait comme ça, de cette façon-là, etc. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'apprends. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'achète ma première machine à coudre, hein, et que je commence à faire de la couture, à essayer de faire de la couture normalement, pas à rapiécer des choses normalement. Voilà. En essayant de faire un patron, en comprenant ce que c'est un droit fil, c'est le sens du tissu dans lequel tu dois couper ta pièce. Et bon, les premiers jeans, je voulais faire un truc hyper compliqué, et je commence toujours par le versant le plus pentu, le plus ardu, tu vois. Et donc voilà. Et c'est vrai que pour le coup là, c'était extrêmement formateur. Donc tu quittes ce deuxième job et puis en même temps, tu as les origines qui remontent. Tu te dis que tes origines vietnamiennes, le Vietnam, c'est certainement un des plus gros producteurs de jeans au monde aujourd'hui. Tu n'as plus tes parents. Et là, c'est ce voyage au Vietnam où tu te dis, je vais un peu réconcilier tout ça. Et je prends un avion, je vais directement au Vietnam parce que j'ai besoin de comprendre à la fois ce que je suis en train de faire en France, parce que je me sens un peu étriqué en France, dans le sens où, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, n'habitant pas à Paris, t'as pas les matières que tu rêves d'avoir pour faire ton jean. Et pour ça, je me dis, à l'époque sur Internet, c'était pas encore démocratisé de trouver du jean sur Internet, du tissu en tout cas. Donc j'ai besoin de me confronter à cette réalité du terrain aussi, parce que je vendais des jeans en France, mais je voulais savoir comment c'était fabriqué. Je commence à en fabriquer, je me dis, ouais, c'est difficile, mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble une usine. Et donc effectivement, ça m'a permis,
en faisant ce voyage, de reconnecter, parce que j'avais encore de la famille au Vietnam, et ça me permet de découvrir comment se sont rencontrés mes parents, comment ils sont arrivés en France, de quelle manière ils sont partis et de quelle manière ils sont arrivés, de comprendre la fin de vie de mon papa aussi, parce que voilà, il communiquait beaucoup avec le Vietnam à cette époque-là, enfin beaucoup entre guillemets, et ça me permet en fait de tout bonnement de connecter avec moi en fait, avec qui je suis aussi là-bas. Parce que j'ai les cheveux noirs et que j'ai pas choisi et que du coup pourquoi j'aime ce genre de choses, pourquoi j'aime ce genre de musique, pourquoi j'aime manger cette nourriture là, pourquoi j'aime sortir de cette façon, et bien en fait je me découvre moi en fait, je me révèle à moi-même à ce moment-là et je me dis ok, d'accord, je vois tout ça, et dans les ateliers il y a une espèce de déconnexion qui se fait, qui me dit en fait les ateliers au Vietnam, c'est vraiment ce qu'on voit parfois à la télé en France à cette époque, des gamins qui travaillent 10 heures par jour, des femmes exploitées, des gens qui n'ont pas de pays, qui travaillent torse nu, en short, sans claquettes, pieds nus, tout bonnement abominable. Je découvre les ravages du délavage. Aujourd'hui, tu vois, il y a encore pas si longtemps, il y a 2 semaines de ça, je discutais avec des personnes et qui me disaient « Mais les jeans qui sont troués, c'est pas des machines qui font ça ?» Je dis « Non, non, toujours pas. C'est toujours des gens en fait qui sont derrière des postes de travail toute la journée, avec des masques, tu sais, des masques chirurgicaux, là, des trucs ça. Ils poncent des jeans à la Dremel toute la journée et puis ils ont de la poussière partout sur eux. Et voilà, c'est comme ça que c'est fait en fait. Et je me dis, mais à aucun moment j'ai envie de vendre ça en fait. À aucun moment et à ce moment-là, je me rappelle d'avoir vendu ce type de produit en France. Dans ma tête, c'est n'importe quoi. Et du coup, je fais véritablement un reset et on est dans la dépression. Hein. Quand je dis reset, on est là-dedans. Hein. Et pendant 2-3 semaines, j'arrive pas à sortir, je pleure tout le temps, c'est catastrophique. Et mon oncle, du coup, me dit tu peux pas rester comme ça. À un moment donné, tu es là pour faire quelque chose de ta vie et il faut y aller, quoi. Et donc à ce moment-là, je me reprends et puis du coup, je me dis mais en fait, c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Il passe 1 an au Vietnam, il se passe 1 an, tu vois, j'apprends, je vais d'atelier en atelier. Et puis je décide de faire autrement en fait. Là-bas, tu vois aussi les ravages de cette industrie textile et particulièrement du jean sur la nature. C'est-à-dire que les lacs bleus, les rivières bleues, c'est pas du fantasme. Il y a quelqu'un au Vietnam quand j'étais là-bas pour exprimer les ravages, si tu veux, de ce que peut être le délavage ou même de la fabrication sur place, qui disait un truc un peu cynique en termes de blague. Pour connaître en fait la couleur de l'année prochaine, il suffit de regarder les étangs qui sont autour des usines de délavage. Et là, tu sais tout de suite. C'est comment dirais-je, c'est même pas, c'est une blague, c'est pas vraiment drôle finalement quand tu reprends dans le contexte. Eux, ils se disaient ouais, bah voilà, je sais ce qui va se vendre l'année prochaine en Europe. Tu vois. Et effectivement, quand tu vois que en France, quand tu veux délaver un produit, déjà il n'y a pas beaucoup d'usines qui le font, je crois qu'il y en a 1 ou 2, et c'est des normes européennes qui sont extrêmement strictes. Là-bas, c'est un peu le Far West, et tu peux, si tu veux, envoyer du silicone, de la javel, de la teinture sur les vêtements dans des grosses machines comme ça, et rejeter les eaux usées dans la nature sans problème. Personne ne viendra te contrôler. Alors même si les autorités disent que, mais en réalité, ils les éloignent du centre-ville, c'est tout. Et après, il y a aussi tout ce qui est déforestation, parce que l'eau, elle est chaude, et il faut la chauffer par un moyen. C'est pas l'électricité, c'est des chaudières à bois, avec du bois qui vient du Laos, du Cambodge, du Vietnam. Les troncs de bois, ils font cette taille, tu vois. Et il y a des gens qui vont fondre du bois toute la journée. Là-dedans, il fait 50 degrés. Typiquement, ce genre de traitement, c'est inhumain. Et à un moment donné, tu bois 12 litres de flotte par jour là-dedans. Donc, c'est ça. Et c'est quelque part, on cautionne avec nos achats quand les produits sont fabriqués en Asie, ça en Europe. Donc, à un moment donné, moi, j'avais envie d'arrêter c'est ce cycle-là, en fait.
Tu as vu des quartiers sans faune, sans flore et véritablement des eaux bleues dans la nature ruisselée. Il se passe là, quand tu vois des étangs bleus complets, la nature, il n'y a plus rien qui se passe. Les poissons, ils sont morts, ils sont les branchies bleues. Honnêtement, quand tu vois ça, si ça fait pas tilt dans la tête de quelqu'un, c'est que vraiment la personne, j'arrive pas à comprendre. L'humanité, elle est partie, quoi, à ce moment-là. Et quand je vois même, tu vois, les hommes, les femmes qui travaillent là-dedans, tu sais, t'as des gens qui travaillent, elles sont pieds nus, les pieds dans des bassins de teinture, directement à même la peau, sans kit de protection ni rien. Et ils ressortent là-dedans et ils sont bleus des pieds aux genoux, quoi. Donc effectivement, ça c'est des choses effectivement qui sont réelles. C'est pas inventé, c'est pas fantasmé. C'est encore aujourd'hui ça se passe comme ça. C'est même pire parce qu'aujourd'hui la Chine, qui est encore un grand faiseur aujourd'hui, veut arrêter les produits manufacturés qui intellectuellement n'élèvent pas le. Donc où est-ce que partent les usines? Plus au sud. Donc naturellement Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Laos. Donc c'est même encore pire parce que du coup on est dans un Eldorado, un véritable Far West et ça pop de partout. On peut dire que c'est en Asie que tu rencontres le Made in France? Je peux dire que c'est à ce moment-là que je me dis, plutôt que de le faire au Vietnam dans ces conditions-là, qui sont en fonction des ateliers très aléatoires, que je me dis, j'ai une idée, j'ai ce début d'idée où je me dis, je vais peut-être les fabriquer moi ces pantalons. Alors ça paraît dingue, hein, quand même moi qu'aujourd'hui je suis sur cette chaise, je me dis, t'es dingue en fait, t'es taré. Il y a un moment donné, il faut arrêter les substances, monsieur. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là, je me dis, et j'ai fait des patrons au Vietnam, je me dis, je prends les patrons, et puis tu sais quoi, on verra bien. Je rentre du Vietnam en France, et je m'installe dans un studio d'étudiants à l'époque qui faisait 21 mètres carrés. Et tu me crois ou tu me crois pas, mais j'achète 4 machines sur le Bon Coin. 4 machines sur le Bon Coin. J'avais mes 4 machines, mon clic-clac, dans ce studio. Et je commence à fabriquer des jeans. Ma table de coupe, c'est mon armoire. et voilà, je commence à fabriquer des jeans. Même moi-même, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, à la fin de la journée, effectivement, au début, je fabriquais un jean par jour. Et un jean par jour, à la fin de la journée, je suis, putain, c'est pas si mal en fait. Et c'est comme ça, effectivement. Pour moi, à l'époque, c'était même pas du Made in France, c'était juste parce que j'avais envie de le faire autrement. Et c'est seulement après où mes clients me disaient, ah, mais en fait, en plus, tu fabriques en France, c'est super et tout. Et voilà, et du coup, ouais, ça commence comme ça. Ouais. Sauf que là, tu te rends compte que le coton, c'est pas français non plus. Et donc, tu réfléchis une alternative. Je m'installe dans ce studio, mais j'en sors assez vite, une année plus tard, et je m'installe dans un atelier boutique à Nancy. Et bon an, mal an, je vends des jeans et certains clients me font la réflexion, mais le coton, en fait, il vient d'où, etc. Donc, je commence à me renseigner. Donc, la traçabilité, tu remontes la chaîne, là aussi. Et je me dis, mais à ce moment-là, c'était en 2016, je me dis, est-ce qu'on n'a pas des plantes qui poussent en France avec lesquelles je pourrais faire un jean? À l'époque là, j'ai zéro trésor, tu vois, c'est une idée. Et dans cette idée-là, elle commence à germer, etc. Et je me dis, j'ai peut-être des financements donc je vais chercher des financements pour faire ce truc. Et 2 années plus tard, donc je trouve le lin. Le lin, la France est le premier producteur de lin au monde. Donc entre Caen et Dunkerque, il y a 60% du lin mondial qui, à l'époque, part à l'étranger pour revenir en produit fini. Il était en fast fashion ou que sais-je. Et je me dis, putain, c'est quand même bizarre. C'est comme si je te disais, viens, on fait pousser des vignes en France, mais le vin, on le fait pas chez nous. On va le faire en Allemagne. Tu te dis, non, t'es tombé sur la tête, mon gars. Et donc, je me dis, bah là, en fait, on tombe sur la tête, en fait, finalement. Je me dis, mais pourquoi on fait pas directement, on prend pas ce lin-là, on fait pas directement des choses chez nous avec? En plus de ça, le lin, il n'y a pas besoin d'eau pour pousser, il y a peu d'intrants, on n'a pas besoin d'arroser de flotte contrairement au coton. C'est local, c'est non délocalisable.
Donc il y a un terroir, il y a la terre qui fait que aujourd'hui on a les meilleurs rendements au monde, donc c'est pas pour rien que c'est là. Et du coup en 2018 effectivement je sors ce que j'appelle le premier gin cultivé en France à base de lin normand du Nord, voilà. Et donc du coup on fait une campagne de financement participatif qui se passe très très bien puisque on voulait atteindre les 100 précommandes. Je crois uniquement sur le financement participatif de Mans, on en a plus de 1000. Et sur l'ensemble du lancement du produit, je crois qu'on a 2000 ou 2500 précommandes. Ouais. Aujourd'hui, DAO Gin, c'est combien de gammes? Là, aujourd'hui, on va avoir 3 gammes. On va avoir une gamme coton, une gamme selvage et une gamme lin. Aujourd'hui, DAO, ça représente 10 collaborateurs. On va avoir 2 boutiques en propre. J'ai inauguré la dernière qui est en fait accolée à l'atelier. En fait, une boutique à Nancy, une boutique donc à Maxéville où se trouve l'atelier. C'est un plateau qui fait 500 mètres carrés. Et du coup, c'est pour aller dans le sens de la transparence, pour que les gens puissent comprendre les tenants, les aboutissants de la fabrication d'un jean. Et j'en suis extrêmement fier de celle-là, véritablement, parce qu'elle est proche du centre-ville de Nancy. Moi, c'était hyper important. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on pense que, et c'est vrai, aujourd'hui, les usines, tu sais, elles sont à Pétaouchnok-les-Oies. Enfin, il faut y aller, quoi. C'est bien, c'est pas bien, le prix du mètre carré, enfin bref, tu sais pourquoi. Et moi, je me dis, c'est dommage, parce que il y a DAO, au-delà des jeans, tu vois, c'est des valeurs, c'est une responsabilité, c'est une éthique, c'est tout ça. Et j'ai envie de le traduire proche d'une ville, tout simplement parce que j'ai envie que des gamins, c'est peut-être la paternité qui me fait dire ça, mais j'ai envie que des gamins de collège, de lycée, qui ne savent pas forcément où ils vont, comprennent que lorsqu'on fait des jeans, il n'y a pas que de la fabrication, il y a de la logistique, il y a de la vente, il y a de la création, il y a de l'entretien de machines. Et c'est tout ça que j'ai envie de faire découvrir au-delà de mes jeans, c'est que demain, j'ai envie qu'il y ait des gamins qui puissent me dire en sortant. J'ai eu ça d'ailleurs lorsque j'ai ouvert l'atelier. J'ai un gamin, en fait, il était sur son téléphone, ça m'a fait rire. Il était sur son téléphone tout du long que sa mère essayait les jeans. À la caisse, je discute avec lui et sa mère me dit ouais, il fait aussi un petit peu de couture. Je dis ah ouais, tu fais quoi et tout. Justement, elle me dit j'essaie de faire des jeans. Je dis ah bon et tout. Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi et tout. Et là il me prend son téléphone, il le regarde, il me montre tiens regarde en fait, j'essaie de faire ça, mais alors, du coup le problème c'est que j'arrive pas à coudre. Et du coup il y a un truc qui se passe. Sa mère est architecte et lui du coup il sait pas ce qu'il veut faire. Il a 14 ans le gamin. Et je lui dis mais l'essentiel, je lui dis c'est pas que tu le fasses bien, c'est que tu fasses quelque chose avec tes doigts. Et si c'est pas bien fini, c'est pas très grave, mais que tu sois fier de le porter. Ça c'est important et ça t'aidera peut-être à trouver une voie. Peut-être qu'il fera jamais ça, mais peut-être que ses 10 doigts il va pouvoir en faire quelque chose et puis peut-être qu'il va être boulanger, pâtissier, coiffeur, carreleur, j'en sais rien moi. Mais au moins tu vois, tu as cette conversation et ça ouvre le champ des possibles que malgré le fait que c'est des travaux manuels, à un moment donné, tout le monde l'a entendu ça. Tu travailles pas bien à l'école, tu finiras un carreleur électricien. Franchement, moi aujourd'hui, je préfère être carreleur électricien que de travailler dans un bureau. Parce que je suis quasiment persuadé que Christian, il fait 5-6 000 euros par mois. Donc voilà. Et c'est vrai que pour le coup, c'est aussi, tu vois, cette désescalade tu seras pas bien à l'école, tu seras manuel. Si tu travailles pas bien parce que derrière une table, t'es pas bien, peut-être que ton intelligence, elle est pas à gratter, mais à faire quelque chose de tes doigts. Et DAO, c'est aussi ça. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était un rêve. C'était vraiment un rêve, dans le sens où avoir ma marque de vêtements, pour moi, c'était un but à atteindre. Aujourd'hui, j'ai atteint ce but-là, j'ai d'autres rêves. Mais ça reste toujours... aujourd'hui, je peux le dire que ça reste toujours du plaisir, encore, même malgré le fait que ce soit mon travail. Je suis professionnel là-dedans. Et ça m'aide à avoir d'autres rêves encore. Parce que même aujourd'hui, j'ai d'autres travaux en cours sur le jean et d'autres choses notamment. Et c'est hyper intéressant de voir que la mode, elle doit se réinventer aujourd'hui. Malgré le marasme qu'on connaît d'autres marques. Et moi, je trouve ça hyper stimulant, hyper intéressant, l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Mon père, le fait d'être manuel, bien évidemment, en fait, il y a un truc qui m'a toujours interpellé chez mon père, c'est son côté
touche à tout. C'est son côté touche à tout. Et il y a un autre truc, c'est que il y a peut-être un peu là, je dirais, de dire à mon père s'il avait encore été là, je ne sais pas si c'est la bonne conjugaison, mais de dire à mon père me disait, quand il me voyait tenir un marteau, parfois je faisais de la menuiserie avec lui, il me dit tiens, cloue ce clou s'il te plaît, et tape de... Il me dit oh, toi t'es pas Marianne, toi t'es pas manuel, toi, dans les doigts, toi t'es les doigts de pianiste, t'es plus dans un truc tranquille, tu vois, un truc propre, tu vois, pas des écharpes dans les mains, etc. Et je dirais à mon père aujourd'hui, tu vois, non. Non. Je mets les mains dans le cambouis aussi, je répare des machines, je fais des jeans, je fais des vestes. Donc non, c'est pas quelque chose... Mais bien évidemment, au-delà du fait que ce soit un travail manuel, je pense que si j'ai donné le nom de ma marque Dao, parce que c'est pas mon nom, c'est le nom de mon père surtout, et je pense qu'effectivement, quelque part, au fond de moi, j'ai envie d'avoir un peu mon père toujours avec moi, mes parents en tout cas toujours avec moi. Ouais. Justement, Dao, ce nom rayonne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils te diraient tes parents? Qu'est-ce que me diraient mes parents aujourd'hui? Eh ben, c'est une bonne question. Pour te dire la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'était pas du genre à s'émouvoir, à se dire les choses, etc. Je dirais à mes parents, voilà, papa, maman, je l'ai fait. C'est difficile encore aujourd'hui, c'était difficile, ça restera difficile, je l'ai fait. Je suis un gamin, parce que je reste leur gamin, un gamin construit, à peu près avec toutes les cases, je pense, et qui performe, comme tu le dis, ça rayonne aujourd'hui, à mon niveau et à mon temps, avec voilà, le temps que ça prend, avec la patience et la persévérance que je mets dedans. Qu'est-ce que j'aimerais bien leur dire? Qu'est-ce qu'ils diraient? Alors moi, j'aimerais bien leur dire, vous voulez pas venir m'aider? C'est la première chose, je pense. Et la deuxième chose, mes parents, ils me diraient, je pense qu'ils me répondraient ça, à cette question. Ils me répondraient, non, tu te débrouilles déjà, je pense, assez bien. Ça suffit. On va te laisser faire ton truc. Tu nous as déjà donné tort, c'est déjà assez difficile comme ça. et je pense que c'est tout. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.